Bonsoir à tous et bienvenue. J'espère que vous êtes à l'aise en forêt. J'ai entendu dire qu'il y a toutes sortes de cryptides qui rôdent dans les environs. Des enfants aux yeux noirs, des skinwalkers et bien d'autres encore qui se cachent dans les profondeurs de la forêt. Alors installez-vous confortablement et laissez l'obscurité prendre le contrôle. J'ai passé un été pourri. Le genre d'été qui te fait remettre en question ce que tu fais de ta vie. Pourquoi tu aimes les choses que tu aimes et à quel point le monde peut vraiment être pourri. Et c'est quelque chose qui me met encore mal à l'aise. J'ai commencé à travailler dans une colonie de vacances il y a quelques années. J'avais été campeur dans ce camp et j'adorais cet endroit. À 19 ans, j'avais fait ce que je n'aurais jamais imaginé faire. Je suis devenu le seul et unique infirmier du camp. En tant qu'infirmier, je ne traîne plus autant avec les moniteurs et les autres jeunes membres du personnel. Si j'avais du temps libre, je le passais à aider en cuisine. Cette année, il y a eu un grand renouvellement du personnel. Notre cuisinière de longue date a quitté le camp et personne n'a été embauché pendant l'année pour la remplacer. Donc, à l'arrivée de l'été, nous étions en train de chercher désespérément quelqu'un pour occuper le poste. J'ai rencontré 2 des candidates. L'une, une femme d'âge moyen qui, à mon humble avis, semblait être la candidate idéale. Une personne qui fait avancer les choses, exactement ce qu'on recherche comme cuisinière. Et l'autre, un homme grand, chauve, d'une 40aine d'années, avec plein de piercings et une personnalité bruyante du genre « Regardez-moi ». Je parle de vous, monsieur. La femme qui me plaisait n'a pas été choisie. Je pense que mon patron a été contrarié par sa surprise quand elle a vu à quel point notre cuisine était petite. 2 fours pour nourrir 150 personnes. Et le camp a été présenté à notre nouveau cuisinier, le chef Vincent. Tout le monde adorait le chef Vincent, sauf moi. Dès l'instant où je l'ai rencontré, un frisson m'a parcouru l'échine. Tu sais quand tu entends un bruit étrange dans le noir et que ton corps te hurle de fuir ou de te cacher. Voilà ce que je ressentais à chaque instant au réfectoire ou dans la cuisine. Très vite, les endroits qui étaient comme une seconde maison pour moi sont devenus moins confortables et de plus en plus flippants du genre « sortez-moi d'ici ». Le chef Vincent était brusque. La première fois que je lui ai parlé, il a dit quelque chose comme « c'est ça ton médecin ?» en réaction à mes cheveux teints en couleur. Il essayait de faire le malin, mais ses repas étaient fades et détrempés, et après l'avoir vu en préparer un, j'ai complètement arrêté d'en manger. Je ne pense pas que cet homme soit jamais allé à l'école de sa vie, encore moins suivi un cours sur la sécurité alimentaire. J'ai survécu en grignotant de temps en temps un peu de nourriture sur la table, en mangeant des crackers, du pain et des choses qu'il ne touchait pas directement, ainsi qu'en gardant, dans ma chambre, un stock de substituts, de repas bon marché et de boissons. C'était nul. Je suis quelqu'un d'extrêmement protecteur, surtout envers mes collègues plus jeunes, qui sont en quelque sorte ma famille. Le personnel de cuisine du chef Vincent avait 16 ou 17 ans, et j'avais peur pour eux. J'observais depuis l'extérieur de la cuisine et je leur parlais, m'assurant discrètement que tout allait bien. Honnêtement, à ce stade, j'avais peur d'être injuste, puisque tout le monde l'adorait. Peut-être que c'était moi le type louche. Mais je n'arrivais pas à ignorer ses remarques et son ton condescendant envers moi. Il me touchait l'épaule et se tenait bien droit en se penchant au-dessus de moi quand il me parlait, et il me racontait comment ses enfants devaient maintenant rester chez leur grand-mère et combien d'années d'expérience il avait, ce que j'ai toujours soupçonné d'être à cause d'un passé de cuisinier en prison ou quelque chose comme ça. Il était extrêmement arrogant. Ce n'est pas de ma faute si je surpasse l'ancien cuisinier. Je le suis, disait-il, et j'avais envie de le frapper. Mais finalement, j'ai simplement arrêté d'aller à la cuisine et j'ai même évité le réfectoire. Sauf si d'autres m'accompagnent. S'il essayait de me parler, ce qu'il faisait, souvent le soir sur le pont, je l'ignorais et je quittais la pièce, mais honnêtement, je pensais quand même être une garce.
Ensuite, le chef Vincent a dit à un des membres du personnel de cuisine de vraiment malmener ça, en parlant de remuer une casserole ou quelque chose comme ça. Un employé de cuisine est venu me voir en larmes, se plaignant de la pression exercée par Vincent en cuisine. Le personnel de cuisine a bientôt décrit les ingrédients de manière totalement irrespectueuse. Son refus d'apprendre leurs prénoms, l'utilisation de mots inappropriés, les appeler « mes petites filles » et donner toutes sortes de surnoms aux garçons. Cela m'a poussé à bout jusqu'à ce que je dise au patron à quel point cela me mettait mal à l'aise. Je n'ai pas impliqué le personnel de cuisine puisque je leur ai conseillé d'en parler eux-mêmes, à leur patron. Puis un jour, un collègue est venu me voir et m'a dit que le chef Vincent avait dit que je n'arrêtais pas de le suivre et que je devrais sortir avec lui. Confus et en colère, j'ai demandé à un autre membre du personnel qui m'a dit que le chef Vincent parlait du chien du camp. Toujours inquiet, j'ai continué ma journée quand le chef Vincent m'a interpellé et m'a raconté l'histoire en riant, une main sur mon épaule tout le temps. Il faisait aussi constamment des insinuations sexuelles vulgaires, du genre « Oh ouais, j'aime quand c'est chaud » et me complimentait de façon plus qu'inappropriée. J'avais des frissons à chaque fois. Cela durait depuis 1 semaine. La 2e semaine, je dormais dans la cabane de l'infirmier. Il y a une chambre séparée du reste du bureau par une porte qui ne se verrouille pas, et je suis le seul à y dormir. Mes nuits se sont longues, il y a beaucoup de campeurs malades et tout ça, et cette nuit-là en particulier, il est en 4 heures du matin et je viens enfin de me coucher après être resté debout 1 heure avec un enfant malade. Je suis épuisé et je m'endors dès que ma tête touche l'oreiller. 2 heures plus tard, je suis réveillé par de grands coups, frappés à la porte. Normalement, le personnel me contacte par talkie-walkie, même la nuit. Donc je suis assez inquiet, et je sors du lit en rampant pour aller jusqu'à la porte. C'est le chef Vincent. J'hésite, ne voulant pas lui ouvrir la porte. Alors il frappe à nouveau dessus. Il a l'air en colère. Je suis en colère. Il est 6 heures du matin. Qu'est-ce qu'il veut ? Finalement, j'entr'ouvre la porte et jette un œil dehors. Il est bruyant. Je dois faire la lessive. Mon bureau héberge la laveuse et la sécheuse du camp. Je fais la lessive quand les enfants mouillant leur lit. Donc, chaque matin, la lessive était réservée et le personnel devait me demander pour l'utiliser. Cette semaine-là, en particulier, nous avions eu des problèmes d'eau et la lessive n'avait pas pu être faite. Donc j'avais une file d'affaires de campeurs qui devaient être lavées. Et il était là à 6 heures du matin, exigeant d'utiliser la machine à laver. Quand j'ai fait remarquer les problèmes d'eau et que les affaires du campus étaient plus prioritaires, il est devenu agressif et a tiré la porte violemment. Grand et intimidant, j'ai reculé pour éviter son regard. Puis il a dit « Je suis la personne importante ici ». Je me suis figé. Il était 6 heures du matin. Je venais d'apprendre de cette créature venue des profondeurs que moi, qui avais travaillé au camp pendant 5 ans, j'étais insignifiant comparé à lui. Il est difficile de décrire le langage corporel rapporté, mais il était agressif. À tel point que j'ai dépassé ma réaction habituelle à ce genre de situation, la colère, et je suis passé directement à la peur pour ma sécurité. Je peux être quelqu'un d'anxieux, mais peu de choses me font vraiment peur, donc ce qui m'a le plus effrayé, c'est à quel point j'étais effrayé. J'avais les cheveux hérissés, l'adrénaline qui montait, j'étais terrifié, son regard était absolument prédateur, il n'y avait rien dans sa présence qui me faisait penser qu'il me voyait autrement que comme un jouet. À ce moment-là, ma bouche s'ouvrait et je savais que j'allais dire quelque chose que j'allais regretter. Surtout enfermé dans le bâtiment, seul avec le seul homme qui m'a foutu la trouille dès la seconde où je l'ai rencontré. Alors j'ai réussi à sortir un mot, d'accord, et je suis retourné dans ma chambre en reculant. Il m'a regardé tout le temps. Je suis arrivé dans ma chambre et les larmes ont coulé de mes yeux. Mais je suis trop fatigué pour qu'elles viennent. Je suis las de cette frustration, colère et peur. J'ai prévenu mon patron à son sujet. Le patron disait toujours d'écouter son instinct.
Et moi, je l'ai fait, mais est-ce qu'ils ont fait quelque chose à ce sujet? Non. J'ai poussé une chaise contre la poignée de la porte sans savoir si ça marche vraiment pour verrouiller les portes comme dans les films, puis je me suis recroquevillé dans mon lit. J'en ai parlé à mon patron le lendemain matin et il a qualifié cela d'inapproprié. Il a dit que ça ne se reproduirait plus. Mais c'est tout ce que j'ai entendu. Pendant la semaine suivante, j'ai vécu dans une anxiété constante, ce qui signifiait vomir souvent et me cacher dans ma chambre. Quand il me parlait, il avait un sourire qui ferait même s'inquiéter les personnes les plus naïves. Alors qu'avant cela, j'avais essayé d'être poli, à partir de ce moment-là, je partais toujours. Cette semaine-là, tout notre personnel était à l'étage, à l'exception de quelques membres surveillant les enfants dans leur cabine. Un collègue du personnel de l'étage m'a appelé et m'a informé que le chef Vincent avait été renvoyé. Son contrôle de police, conscient qu'ils n'ont décidé de faire qu'après son embauche, est revenu. Il n'a pas réussi son contrôle du secteur vulnérable, autrement dit. Il n'était pas autorisé à travailler ou à faire du bénévolat avec des enfants, sous quelque forme que ce soit, en raison de crimes antérieurs, et je vous laisse réfléchir à cela. Le camp était en confinement. Pendant qu'il devait quitter les lieux, j'ai perdu le contrôle. Les larmes sont venues et ne s'arrêtaient pas, et je n'arrivais plus à respirer. Tout mon corps est devenu engourdi et un autre membre du personnel de haut niveau m'a conduit hors du bâtiment où j'ai réussi à bafouiller des choses du genre « il m'a tellement angoissé et personne d'autre ne l'a vu ». Je suis juste tellement soulagé. La crise de panique a duré une bonne 30aine de minutes. Quand je l'ai vu sortir du bâtiment avec ses affaires, je me suis caché dans mon bureau. Et quand je suis sorti, il était parti. Ils ont gardé le secret, n'informant pas les enfants du départ du cuisinier. Ils n'ont rien dit aux parents au cas où il y aurait eu un problème. Mon patron n'a pas informé le conseil d'administration. C'était et ça reste une énorme responsabilité. Et même si je suis content que mes inquiétudes à propos de cet homme aient été totalement justifiées, je suis rempli de colère en pensant qu'il a été embauché sans vérification de casier judiciaire et que mes ressentis ont été ignorés à plusieurs reprises. Le camp est passé du seul endroit au monde où je me sentais totalement en sécurité et à l'aise, à un endroit étrange où j'avais l'impression de vivre un cauchemar sans fin. Je me sentais inadéquat et constamment bouleversé. C'est curieux comme l'ignorance de tes peurs peut te faire sentir qu'il y a un problème avec toi. Finalement, je n'en pouvais plus et j'ai démissionné pour des raisons de santé mentale afin de pouvoir consulter un professionnel plus souvent. J'ai encore peur que cet homme me retrouve, ce qui me semble irrationnel parce qu'il ne m'a jamais vraiment agressé ou quoi que ce soit. Il m'a juste fait me sentir mal dans ma peau, m'a rendu anxieux et il était incroyablement agressif et trop sexualisé. Mes parents plaisantaient en disant que c'était un peu comme dans les nerfs à vif, et en rire aide à se sentir mieux, mais seulement pour un court instant. Je ne crois pas qu'il ait réalisé l'ampleur de ma terreur, qui perdure aujourd'hui. Alors, chef flippant, avec un casier judiciaire et un regard de prédateur, qui a choisi de passer son été à travailler dans une colonie de vacances Prindin pour enfants, j'espère qu'on ne se reverra jamais. Permettez-moi de commencer en disant « Je ne suis en aucun cas un écrivain, juste un ingénieur domestique vivant dans le nord du Texas. Je ne crois pas non plus aux phénomènes paranormaux, aux fantômes, aux démons ou aux extraterrestres, ou quoi que ce soit de ce genre. Cependant, il m'est arrivé un événement ce Halloween, et je dois admettre que depuis, je n'arrête pas de me poser des questions. Donc c'était une soirée d'Halloween plutôt calme dans notre quartier ce soir-là, ce qui est déjà assez étrange en soi. Normalement, des enfants de divers quartiers viennent dans le nôtre, et qui passent constamment devant chez nous. Cette nuit-là, je dirais qu'on n'a pas eu plus de 8 à 10 groupes d'enfants. Il était environ 9h30 et ma femme et moi étions assis dans notre salon familial à regarder certaines émissions de fantômes basées, soi-disant, sur des faits réels. Comme je l'ai dit, je ne crois pas à ce genre de choses. Mais j'aime bien une bonne histoire de fantômes de temps en temps. Et après tout, c'est Halloween. Nous n'avions pas eu d'activité à la porte depuis plus d'une demi-heure. La nuit tombait.
Nous avons alors allumé la lumière du porche et laissé notre chienne Chloé sortir de sa cage. Chloé est une bulldog américaine et elle est très docile. Nous ne la mettons dans la cage que parce que nous avions peur qu'elle essaie de sortir pour jouer avec tous les autres enfants, et je ne voulais pas avoir à la poursuivre dans la rue. Je ne voulais pas non plus qu'elle effraie ou intimide les enfants parce qu'elle peut être un peu impressionnante. Alors j'ai éteint la lumière extérieure, j'ai laissé Chloé sortir et elle m'a suivi jusqu'au canapé, puis s'est allongée à mes pieds. Il était presque 10 heures du soir quand mon mari a décidé qu'il avait eu assez de plaisir pour la soirée et qu'il allait monter à l'étage, prendre une douche et se préparer à aller se coucher. Après tout, c'était jeudi et il devait encore se lever tôt le lendemain. Notre fils adolescent était sorti avec ses amis à la maison hantée du coin, et on ne s'attendait pas à ce qu'il rentre avant au moins 1 heure ou 2. Cela me laissait donc seul sur le canapé avec Chloé. Maintenant, ce n'est pas parce que je n'y crois pas que ces émissions ne me fichent pas un peu la trouille. Et étant seul maintenant, je dois dire que j'étais un peu sur les nerfs en regardant la télé. Il n'a pas fallu longtemps avant que j'entende la douche à l'étage s'allumer, quand la lumière s'est allumée sur la terrasse. Toc, 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 et à la porte d'entrée... Ma première réaction a été « C'est quoi ce bazar ?»« Quoi, il est presque 22 heures. Rentre chez toi. » Mais bientôt, un sentiment d'inquiétude m'a envahi. Pourquoi secouer la porte ? Notre sonnette brille dans le noir, et sans la lumière du porche, cela aurait été encore plus évident pour tout le monde présent. J'ai hésité, je ne pouvais vraiment pas l'ignorer. Notre porte d'entrée avait une grande vitre et tous ceux qui étaient juste devant pouvaient facilement voir à l'intérieur et savoir que j'étais simplement assis là, à regarder la télé. Ne pas répondre aurait été impoli. Juste avant que je me lève, toc 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 encore à la porte, j'ai jeté un coup d'œil vers Chloé, mais elle avait disparu. Mon regard a suivi son chemin habituel vers la porte d'entrée, m'attendant à ce qu'elle s'y rende comme elle le fait d'habitude. Rien. Elle n'était pas là. Je me suis levé pour regarder autour de la pièce et l'ai trouvée accroupie près de la porte arrière, comme si elle voulait sortir. Cependant, elle devait demander pour sortir comme ça. Elle vient toujours me lécher la main ou pose sa tête sur mon genou. C'était très inhabituel de sa part et je dois dire que ça a augmenté mon anxiété. Chloé, dans la cage, j'ai dit mais elle s'est juste retournée pour me regarder comme pour dire « Pas question madame, je ne bouge pas ». J'ai crié à mon mari, mais s'il était déjà sous la douche, je savais qu'il n'y avait aucune chance qu'il m'entende. Toc, toc, toc. Au moment où une voiture s'est passée dans notre rue et a projeté assez de lumière sur la porte pour que je voie les silhouettes de 2 petits-enfants à travers la vitre. J'ai ressenti un soulagement instantané. C'était juste des gamins, probablement 2 enfants du quartier qui rentraient chez eux et voulaient trouver de s'arrêter pour me montrer leur costume ou quelque chose comme ça. Je me suis dirigé vers la porte et vérifié que Chloé ne me suivait pas. Je pensais avoir un bon chien de garde rien que pour moi. Elle est simplement restée assise là. En arrivant à la porte, j'ai allumé la lumière du porche et pouvais voir à travers la vitre. C'étaient 2 petits-enfants. Je me suis dit qu'il était un peu tard pour des enfants aussi jeunes et j'ai commencé à me demander quel genre de parents laisseraient leurs enfants traîner dans les rues à une heure pareille. J'ai entrebâillé la porte juste assez pour bloquer Chloé si elle tentait de fuir, laissant une ouverture d'à peine 60 cm. Ce qui m'a frappé immédiatement comme étrange, c'est que les enfants ne portaient aucun déguisement. Ils portaient des vêtements de ville normaux. De plus, le traditionnel des bonbons ou un sort était absent. Je me sentais très mal à l'aise. Il y avait une fille et un garçon. La fille à ma gauche était plus âgée, je dirais autour de 11 ou 12 ans, en sens. Je pouvais voir qu'elle était blonde, mais je ne distinguais aucun trait particulier, car nos lumières sont très hautes et sur les colonnes, à l'avant du porche, donc la plupart de la lumière venait de derrière eux. Je n'avais pas ouvert la porte assez grand pour que la lumière entre et les éclaire. Le garçon était plus jeune, environ 30 cm plus petit, et je dirais qu'il avait 8 ou 9 ans, avec des cheveux châtain clair. La fille a pris la parole très poliment. «
Pouvons-nous entrer pour appeler notre mère avec votre téléphone, s'il vous plaît, madame? Pendant qu'elle parlait, j'avais un pressentiment au fond de moi que quelque chose n'allait pas. Quel enfant, même à cet âge-là, n'a pas son propre téléphone portable de nos jours? Je ne me rappelais plus la dernière fois que quelqu'un m'avait demandé d'utiliser mon fixe. Ma chérie, tu n'as pas ton propre téléphone pour appeler ta maman? Quand j'ai posé cette question, les choses sont devenues très étranges. Les deux enfants se sont regardés, comme s'ils allaient en dire quelque chose, mais aucun des deux n'a jamais parlé. Ils se sont tous les deux retournés vers moi et la fille m'a dit « Madame, la batterie de mon téléphone portable n'a plus de charge. Peut-on entrer pour appeler notre mère, s'il vous plaît? Nous sommes seuls ici dehors et mon frère a peur. » Je dois admettre qu'il y avait deux sentiments contradictoires en moi. Le premier, c'était celui d'un cœur de mère et l'envie d'aider ces deux petits-enfants à retrouver leur mère. L'autre, c'était une peur qui me nouait le ventre et qui refoulait l'autre sentiment. C'est alors que j'ai remarqué que, pendant cette courte conversation, j'avais déjà ouvert la porte de quelques centimètres de plus, sans même m'en rendre compte. Je me suis arrêté. « Chérie, pourquoi ne me donnes-tu pas le numéro de ta mère et je peux l'appeler moi-même » Encore une pause et ils se sont regardés à nouveau. Après un court instant, ils se sont retournés vers moi et la fille m'a dit « Madame, mon petit frère doit utiliser votre salle de bain. Pouvons-nous entrer le temps que vous appeliez notre mère ?» Et avec cette dernière phrase, la petite fille s'est rapprochée de la porte presque comme si elle allait entrer. En faisant cela, elle est entrée dans la lumière venant de l'intérieur de la maison, et j'ai pu vraiment bien la voir pour la première fois. Des yeux noirs complètement unis. C'est tout ce que je pouvais voir. Cet instinct maternel avait disparu et avait été remplacé par la terreur. Je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. Je pouvais sentir chaque poil de mon bras et de ma nuque se dresser sous la tension. J'ai fermé la porte jusqu'à ce que seul mon visage puisse passer. La petite fille s'est arrêtée de nouveau et a supplié. « S'il vous plaît, madame, nous sommes effrayés et seuls ici. Nous devons entrer à l'intérieur. S'il vous plaît, aidez-nous. » Puis comme par hasard, les deux enfants ont commencé à gémir et à pleurer. C'est là que la peur m'a envahi et j'ai fermé et verrouillé la porte. « J'appellerai votre mère si vous me donnez son numéro » ai-je crié à travers la porte. Mais je ne vous laisserai pas entrer chez moi. Je pouvais encore les voir debout sur le porche, me fixant à travers la vitre belle vue. Une partie de moi voulait courir à l'étage rejoindre mon mari, mais la plus grande partie ne voulait pas perdre de vue où ils étaient. Ça m'aurait encore plus effrayé de savoir qu'ils n'étaient plus là. Après ce qui m'a paru une éternité, mais probablement quelques secondes, j'ai décidé d'appeler mon voisin qui habitait en face pendant que je me dirigeais vers la table d'appoint près du canapé pour prendre mon téléphone. J'ai jeté un coup d'œil vers la porte. Chloé était introuvable. On l'a retrouvée plus tard sous le lit de la chambre d'amis. Quand j'ai pris mon téléphone et que j'ai commencé à chercher ses coordonnées, c'est à ce moment-là que les enfants s'étaient éloignés de la porte et avaient recommencé à marcher dans la rue. Pendant qu'ils faisaient cela, je me suis approché de la porte pour mieux voir qui ils étaient et où ils allaient, sans encore appeler mon voisin. Si tu t'approches suffisamment de la vitre, tu peux distinguer les silhouettes des gens, mais tu ne peux pas voir beaucoup de détails. Effectivement, rester si proche de la porte te rendrait visible pour quiconque regardant à l'intérieur. Depuis la porte, je pouvais voir que les enfants se tenaient sous le lampadaire, le plus proche de ma maison, et me fixaient. Quand j'ai porté le téléphone à mon oreille après les avoir appelés, c'est seulement à ce moment-là que les enfants ont commencé à descendre notre rue. J'ai retrouvé mon voisin sous le lampadaire une fois qu'il était dehors, mais les enfants étaient introuvables. Comme je l'ai dit, je ne crois pas à toutes ces histoires et je n'avais même jamais entendu parler des enfants aux yeux noirs avant d'en discuter avec mon ami. Ce que je pense vraiment, ce que je dois penser, c'est que ces enfants faisaient juste une farce aux gens la nuit d'Halloween, mais je leur accorde ceci.
Ils étaient vraiment doués pour ça et ils m'ont foutu une sacrée trouille, à moi et à mon chien, enfant aux yeux noirs ou pas. Il y a quelques années, ma copine et moi faisions du camping dans le nord-ouest du Pacifique, entre San Francisco et Portland. Nous avions loué une voiture et nous nous arrêtions dans différents campings chaque nuit sur notre trajet de la première à la seconde. La première nuit, nous arrivons à un camping et découvrons qu'il était fermé pour la saison, malgré le fait que nous avions consulté leur site web et qu'ils disaient qu'on sait qu'ils étaient beaux ouverts. Donc nous avons fini par tourner en voiture à la recherche d'un autre camping sur Google Maps. Mais à ce moment-là, il commence à faire nuit. Nous voyons un poste de pompiers forestiers et nous nous arrêtons pour leur demander s'ils en connaissent d'un à proximité. Ils nous disent que la plupart sont fermés pour la saison. Mais il y en a quelques-uns sur leur vieille carte que nous n'avons pas encore vérifiées. Nous reprenons la route et trouvons notre chemin jusqu'à l'un de ces campings. Le panneau de cet endroit est littéralement posé par terre et il est un peu envahi par la végétation, mais à ce moment-là, il fait vraiment nuit noire. Et nous n'avons vraiment pas beaucoup d'autres options. Alors que nous garons notre voiture à l'endroit que nous pensons être une place, nous voyons quelques autres tentes à proximité, donc nous prenons cela comme un bon signe. Nous sortons et commençons à installer nos affaires quand, immédiatement, les choses commencent à devenir étranges. 2 gars traversent directement notre emplacement et engagent de la conversation avec nous. Les deux ont l'air un peu mal en point. L'un d'eux porte un sweat à capuche, zippé sans rien en dessous, et je remarque qu'il est extrêmement maigre. Ils sont aussi tous les deux vraiment sales et ont les cheveux en bataille, mais bon, on fait du camping. Ils parlent tous les deux très vite. Et ils ont l'air un peu nerveux. Ils nous disent qu'il y a en fait des travailleurs saisonniers à proximité et qu'ils séjournent dans ce camping pour économiser de l'argent pendant qu'ils sont là. Pendant qu'on parle à ces 2 gars, une Mercedes blanche vieille d'une dizaine d'années entre dans le camping, toutes les vitres baissées et du rap à fond. Le conducteur et le passager ressemblent à de vrais fans de ICP. Ils regardent rapidement autour d'eux, puis repartent aussitôt. À ce moment-là, je pensais qu'ils cherchaient sûrement aussi un camping. Les 2 types louches partent aussi, et nous continuons à installer le campement. Peu après, nous recevons une autre visite. Cette fois, c'est une femme plus âgée, avec une voix de fumeuse invétérée. Elle est plutôt gentille, mais elle nous pose aussi des questions assez étranges. « Vous venez pour le spectacle d'horreur ?» demande-t-elle. Je me demande, c'est quoi un spectacle d'horreur ? Vous voulez dire la maison hantée, madame ? Elle nous dit que beaucoup de gens viennent pour le spectacle d'horreur et commence à nous mettre en garde contre tous les ghouls et les zombies. Elle finit par partir et ma petite amie et moi sommes d'accord. Ils doivent parler d'une sorte de maison hantée dans les environs puisque c'était début octobre. Et tu sais peut-être que c'est là que les gars saisonniers qui avaient l'air un peu effrayants travaillaient. Tout cela avait du sens pour moi. Nous allumons notre feu et je commence à sortir le bois quand ma copine avoue qu'elle est flippée. Elle s'inquiète des personnes que nous avons croisées et de l'étrangeté de ce camping. Elle fait remarquer qu'il n'y a vraiment aucun bruit venant des autres tentes, à part la femme qui n'arrêtait pas de tousser. Pas de musique, pas d'enfants, pas de rire, rien du tout. Je commence à la croire, mais à ce stade, il est déjà assez tard et nous n'avons vraiment pas d'autres options. Je me dis aussi que si le camping est bizarre, ce ne sont que des originaux inoffensifs. Elle semble rassurée par ma confiance et nous continuons à préparer le dîner. C'est à ce moment-là qu'une série de trucs vraiment bizarres commence à se produire. Les 2 types que nous avons rencontrés dès notre arrivée sont sortis des bois sans aucune source de lumière et sans dire un mot. Et sont allés directement dans leur tente. Ils ont un bref et vif échange que je ne parviens pas à saisir.
L'un d'eux sort brusquement de la tente et se dirige droit vers le campement de la femme âgée en me fixant dans les yeux pendant un temps inconfortablement long. Il monte ensuite dans la cabine de son pick-up et je me rends compte qu'il y a déjà quelqu'un à l'intérieur, probablement depuis un certain temps. Probablement la femme. On peut voir qu'il commence à fumer quelque chose quand le briquet s'allume. Cela me semble vraiment bizarre. Tu fumes des cigarettes dans la voiture? Probablement pas. Nous campons dans le nord de la Californie et je suis quasiment certain qu'il n'y a aucun enfant à proximité. Pourquoi le faire en voiture? Puis ça me frappe comme un coup de massue. C'est de la méthamphétamine? Ils fumaient tous de la méthamphétamine et la femme en vendait probablement. Le niveau de confort qu'elle avait établi dans son campement indiquait qu'elle était là depuis un certain temps. La méthamphétamine expliquait pourquoi tout le monde ressemblait à des zombies émaciés. Cela expliquait les jugalos qui passaient en voiture, prenaient un peur et repartaient. Cela expliquait le comportement étrange, erratique et la toux constante de tout le monde. C'était clairement une sorte de village de méthamphétamine installé dans un ancien camping fermé au fin fond du nord de la Californie. C'est à ce moment-là que je réalise que le deuxième gars rôde autour de notre campement, essayant clairement de ne pas être vu. J'ai avoué à ma copine mon désir de partir également. Nous avons tout rangé très lentement et normalement, en essayant de faire croire que nous étions simplement en train de ranger la nourriture et d'éteindre notre feu pour la nuit. Il ne restait plus que la tente, alors j'ai dit à ma copine de monter dans la voiture et je me suis préparé à sortir de l'emplacement. Au moment où je soulève la tente, le camion de la femme démarre et ses phares s'allument. C'était trop des lumières circulaires aveuglantes, montées sur une rampe. Je jette la tente dans le coffre aussi vite que possible et je dis à ma copine de reculer. Je me tiens derrière la voiture pour la guider, mais je montre aussi très clairement à celui qui nous observe que j'ai une hachette. J'étais tellement sur les nerfs que si Monsieur Rogers m'avait surpris, je lui aurais planté ça dans le crâne. Elle passe la voiture en marche arrière, appuie sur la pédale et la voiture ne bouge pas. J'entends le moteur vrombir et je vois la voiture tressauter, mais elle n'avance pas. Pendant une fraction de seconde, je pense qu'ils ont crevé notre pneu d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que commencent plus les films d'horreur. Soudain, je comprends. Le frein à main est sûrement serré. C'était le cas. Elle recule, rejoint la route principale et je saute sur le siège passager. Alors qu'on s'éloigne, on les entend commencer à crier à propos de quelque chose. Une fois sur la route principale, on fait un changement de conducteur éclair, et je fonce à toute vitesse jusqu'au premier bed and breakfast qu'on aperçoit. C'était charmant. Il y a quelques années, je traversais le pays en voiture et je me suis arrêté au parc d'État de Prairie Creek Redwoods pour camper pour la nuit. Je suis arrivé vers 16h et, impatient de découvrir les séquoias pour la première fois, j'ai commencé une course de 7 miles sur les sentiers du parc. C'était début novembre, donc je savais que j'avais environ 1h30 avant le coucher du soleil, ce qui me semblait largement suffisant pour courir. Si vous êtes déjà allé dans les séquoias, vous savez que le terrain est composé de vallées escarpées et étroites, et bien sûr d'arbres d'une taille inimaginable. Le crépuscule est arrivé tôt et mon allure a ralenti à mesure que la lumière diminuait. Bientôt, je marchais à peine capable de distinguer le sentier. C'était le début d'une situation, mais je savais que je resterais assez au chaud si je continuais à avancer. Alors, je me suis concentré sur le fait de rester sur le sentier et d'absorber la présence de la forêt. C'était incroyablement calme. J'ai peut-être entendu 1 ou 2 chants d'oiseaux pendant tout ce temps, mais ce n'était pas effrayant, faute d'un meilleur terme. J'ai ressenti une sorte de dignité paisible qui existait, totalement séparée de mes préoccupations à l'échelle humaine. Il me restait peut-être 2 ou 3 miles à marcher ou courir avant de revenir au campement, quand j'ai tourné au détour d'un virage. Et je suis tombé sur une sphère lumineuse argentée, juste au milieu du sentier.
J'ai gardé les yeux fermés. Était-ce une illusion de ma vision nocturne dans le crépuscule? Mais les yaogs étaient toujours là quand je les ai rouverts. Après l'avoir regardé pendant un certain temps, j'ai prudemment glissé ma main à l'intérieur. Je n'ai rien ressenti, même si je m'attendais à une sensation de chaleur ou peut-être des picotements. Mais je me rappelle clairement comment les détails de ma main ressortaient sous la lumière argentée. J'ai suivi le contour avec ma main, mais je n'ai pas pu me résoudre à le traverser. Finalement, j'ai eu froid et j'ai compris qu'il fallait que je continue. Alors que je cherchais un moyen de le contourner, j'ai vu la lune qui dépassait à peine de la crête. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que c'était. J'avais joué avec un rayon de lune qui disparaissait dans les profondeurs de la vallée escarpée. Le terrain et la lune montante avaient recréé une sorte d'illusion qui donnait l'impression qu'un orbe lumineux flottait au milieu du sentier. C'était beau mais explicable. Je garderai toujours en mémoire ce que j'ai ressenti en prenant le virage et en voyant cet orbe. Ce n'était pas de la peur, juste une conscience aiguë de mon environnement, avec une ouverture soudaine à vivre, quelque chose d'incroyablement beau, même si cela a défié ma compréhension du monde. J'étais au sommet d'une ancienne tour de transmission micro-ondes été inutilisée. Là-haut, on peut voir à perte de vue sur des kilomètres et des kilomètres. Je ne me souviens plus exactement de la hauteur de la tour, mais c'était sûrement entre 30 et 45 mètres. Je remplaçais une antenne de 900 MHz. L'entreprise pour laquelle je travaillais allait lancer un service de Wi-Fi haut débit dans les environs et avait besoin de cette antenne pour transmettre le signal par-dessus la montagne. Nous étions déjà montés là-haut 6 ou 7 fois et nous étions allés sur la tour. Nous voyions régulièrement des cerfs. J'ai déjà vu un ours noir et ses 2 petits. C'était la fin de l'automne, donc il n'y avait pas beaucoup de feuilles sur les arbres, ce qui me donnait une vue assez dégagée à travers la canopée. Je venais juste de grimper à l'échelle jusqu'au sommet de la tour. Et j'avais hissé les outils et la nouvelle antenne. Je me suis allongé pour reprendre mon souffle et j'ai fini par me détendre pendant environ 30 minutes. Je n'étais pas pressé quand j'ai commencé à entendre du bruit venant des bois en contrebas, un peu plus loin sur la crête. Je regardais simplement dans cette direction, essayant de comprendre ce qui faisait tout ce vacarme, quand j'ai remarqué des animaux ou quelque chose comme ça qui arrivait le long de la crête. Un groupe de 4 énormes Sasquatch est sorti des bois et est entré dans la clairière près de la tour, puis a suivi la clôture jusqu'à l'autre côté de la tour. Je suppose qu'ils ne m'ont pas vu, car ils ont simplement continué à avancer le long de la crête. Je sais que ça paraît fou, et tout le monde à qui j'ai raconté cette histoire me l'a dit. Pour être honnête, ces choses auraient probablement pu être des gens dans des costumes très convaincants. Depuis le sommet de la tour, il est difficile de juger la taille de quelque chose au sol sans rien autour pour donner une échelle. Ma voiture était de l'autre côté du petit bâtiment à la base et je ne pouvais pas la voir. Donc peut-être qu'ils n'étaient pas aussi grands qu'ils en avaient l'air. Cependant, je n'ai aucune idée de pourquoi quelqu'un serait dans les bois au sommet d'une montagne, à des kilomètres de la route la plus proche, en portant un énorme costume intégral. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent travailler à la tour, peut-être une fois par mois au mieux, et personne ne savait que j'allais être là ce jour-là, donc ça n'a aucun sens de planifier ce genre de canular élaboré à cet endroit. Il y a des maisons relativement proches de la tour, mais pas le long de la crête, et de toute façon, que ce soit un groupe de vrais Sasquatch ou des gens bizarres déguisés en Sasquatch au milieu de nulle part, ce n'était pas quelque chose dont je voulais faire partie. Je suis resté silencieux et je n'ai pas bougé pendant encore 30 minutes, et j'ai écouté jusqu'à ce que je n'entende plus leur bruit au loin. J'ai remplacé l'antenne, et je suis resté aussi silencieux que possible. Quand j'ai eu fini, je me suis faufilé en bas de la tour et j'ai filé d'ici aussi vite que possible.
Il y a quelques années, j'ai travaillé dans une colonie de vacances juives dans le nord de la Géorgie. Comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, la Géorgie est un État assez conservateur et majoritairement chrétien. Il y a un petit nombre de communautés juives et quelques colonies de vacances. Je dirais que cette colonie de vacances était plus juive sur le plan culturel que religieux. Il n'y avait aucune exigence religieuse, ni de focus religieux particulier. C'était plutôt un endroit où des enfants qui étaient souvent en minorité pouvaient venir dans une colonie qui leur permettait de rencontrer d'autres enfants comme eux. Le personnel venait de partout. Nous avions beaucoup d'Australiens, beaucoup de Britanniques et quelques Israéliens. Et des personnes de différentes régions des États-Unis. Chaque soir vers 10 heures, la plupart du personnel pouvait sortir en ville pendant quelques heures. Du personnel restait sur place pour surveiller les cabines. Ce soir-là, un groupe d'environ 5 d'entre nous a décidé d'aller dans un bar local pour boire quelques bières. Il avait fait chaud toute la journée et il faisait extrêmement humide ce soir-là. Dans l'ensemble, la communauté nous réservait un accueil chaleureux. Malgré les différences, nous avons apporté beaucoup de revenus à la ville pendant les mois d'été. Nous achetions des provisions au Walmart local et emmenions souvent les campeurs faire du tubing ou parfois dîner après une longue randonnée sur le sentier des Appalaches. C'était le milieu de l'été, donc nous étions déjà sortis dans les bars du coin de nombreuses fois cette saison. Nous étions 5 assis autour d'une table à boire et à discuter des événements de la journée, comme le feraient généralement des collègues après le travail. Environ 30 minutes plus tard, un homme blanc dans la vingtaine s'est approché de notre table. Je me souviens distinctement d'une cicatrice irrégulière sur sa joue, mais je n'y ai pas vraiment prêté attention sur le moment. Il s'est présenté et nous a dit qu'il organisait une fête chez lui ce soir-là. Il a dit « Noir, blanc, gay, hétéro, peu importe, venez ». J'ai trouvé étrange qu'il commence son discours par une telle précision. Bien sûr, la fête devrait être ouverte à tout le monde. Pourquoi a-t-il ressenti le besoin de préciser cela ? Mais après quelques bières, on était tous assez détendus. Il a parlé encore un peu, et rien ne semblait vraiment étrange. On lui a dit qu'on travaillait au camp dans la région et qu'on ne pouvait pas rester, et qu'on allait probablement repartir bientôt. 1 heure plus tard, notre groupe est sorti sur le parking pour monter dans la voiture. En nous approchant, nous avons vu le même gars sortir de l'ombre. Il avait un pote avec lui qui avait la tête rasée. Son expression était incroyablement haineuse. Ses yeux avaient l'air de changer. Il a frappé son poing dans sa main, puis il a enlevé sa chemise et a révélé un tatouage SS mal ancré. Mon estomac s'est noué. L'un des plus costauds de mon groupe, Kevin, a immédiatement réagi en sortant un couteau de sa poche arrière. Au camp d'été, la plupart de notre personnel portait des couteaux parce que nous passions beaucoup de temps à faire des feux de camp, etc. Nous avons demandé ce qu'il voulait en. Le gars d'origine a commencé à crier des remarques antisémites et nous a dit qu'il allait nous tabasser. Kevin a commencé à marcher vers les 2 gars, mais nous l'avons retenu. Il nous a dit que ses potes arrivaient et effectivement d'autres gars ont commencé à entrer sur le parking. Tout devient un peu flou à partir de là. Je me souviens avoir sauté dans l'une des voitures en tirant Kevin avec nous et j'avais l'impression qu'on était encerclés. Il y en avait probablement 7 ou 8. Des pierres ont été jetées sur la voiture et nous sommes partis en trombe. Mon cœur battait la chamade et nous ne sommes jamais retournés dans ce bar. Du côté positif, quand nous avons raconté l'histoire au bar concurrent de la ville, le barman a aligné 6 shots, a trinqué avec nous et a dit que nous serions toujours les bienvenus dans son bar et dans cette ville. Je n'ai eu aucun problème dans la ville elle-même, mais quand j'ai emmené quelques campeurs pour une randonnée de 2 jours sur l'Appalachian Trail, c'était une autre histoire. Le 4 mars 2008, j'ai eu ma première et unique rencontre avec un enfant aux yeux noirs. Avant mon expérience, je n'avais jamais entendu parler de quoi que ce soit en rapport avec leurs yeux noirs. J'avais 12 ans. J'étais assis dehors, devant un salon de coiffure,
dans un vieux pick-up Chevy, en attendant que ma mère se fasse couper les cheveux. Environ 15 minutes, bon, s'était écoulé, et j'ai vu un gamin faire les 100 pas sur le trottoir devant ma voiture garée. Au début, j'ai cru le reconnaître comme l'un de mes amis de l'école, alors j'ai tapé sur le pare-brise avant jusqu'à ce qu'il regarde dans ma direction. Quand il s'est retourné, j'ai réalisé que ce n'était personne que je connaissais. À ce moment-là, je n'avais pas du tout peur. Pas encore. Le garçon s'est approché de ma voiture et me fixe. J'ai une bonne occasion de le regarder, et je suis attiré par ses yeux couleur minuit. Ils me mettent mal à l'aise. Si tu n'as jamais vu un enfant aux yeux noirs, tu n'as aucune idée de ce que tu dois imaginer. Des pupilles noires comme la nuit. Le garçon chuchote. Tu dois me laisser entrer, et alors je verrouille la voiture et je me baisse sous les sièges. J'ai entendu un léger tapotement à la fenêtre, mais je l'ai ignoré, et au bout de 5 minutes environ, il était parti. Quand ma mère est arrivée à la voiture, elle m'a dit qu'un garçon était allé à la fenêtre du salon de coiffure et avait demandé à ma mère ses clés. Elle a refusé et finalement il est parti. Je suis très heureux que le pire ait été évité ce jour-là. Ce soir, ma sœur, mon beau-frère, 2 amis et moi, nous sommes tous entassés dans un camion et nous sommes partis dans le désert, près de l'ancienne usine de béton Cal Portland. Au bout d'une demi-heure de route, on soulevait de la poussière et on s'amusait. Tout le monde a des frissons. Et mon anxiété commence à monter. On attribue cela à la différence de température et on poursuit. 10 minutes plus tard, nous tournons un coin et ma sœur dit « S'il vous plaît, dites-moi que vous venez de voir cette femme. » Nous avons répondu par « Quelle femme ?» Elle dit « Nous venions juste de dépasser une femme debout sur le bord de la route, vêtue de rose. Elle portait un chemisier rose et avait les cheveux blonds qui lui couvraient dans le visage. Elle avait l'air morte. Honnêtement, je pensais qu'elle se moquait de moi. Alors on fait demi-tour et on va à l'endroit où elle l'a vue. Aucune femme. Mon beau-frère et moi sortons nos lampes de poche et regardons autour de nous. Aucune femme. Je dis à ma sœur qu'elle imagine des choses. Et elle insiste en disant qu'elle a vu une femme. Alors je décide de vérifier les images de ma dashcam. Et effectivement, il y avait bien une femme. Elle traversait la route, on dirait, et elle disparaît tout simplement dans les airs. Ma caméra n'est vraiment pas de bonne qualité, et il faisait assez sombre. Mais ce que nous avons vu est clair. Mon beau-frère et moi avons parcouru un rayon de 2 miles carrés avec des lampes de poche en appelant la femme. Parce que nous pensions vraiment que quelqu'un était perdu dans le désert. Pendant tout ce temps, nous percevions des choses autour de nous. Quelques informations à noter, c'était juste à côté d'un étang extrêmement trouble. Il est possible que son corps soit caché dans l'étang. Je faisais de la randonnée à travers les ruines d'une ville isolée et abandonnée depuis longtemps, ainsi que les alentours. Pour aller aussi loin dans la forêt que je l'étais, il fallait traverser un arbre tombé au-dessus d'un ruisseau à 3 reprises. Je venais juste de traverser le 3e pont, et j'étais à environ 8 km à l'intérieur quand quelque chose de bleu a attiré mon attention juste devant moi. Il y avait un homme d'une 60aine d'années portant un pyjama en satin bleu, assis dans un arbre. Plus je m'approchais de lui, plus il riait fort. Ce n'était pas un rire maniaque, mais cela a tout de même déclenché des signaux d'alarme dans ma tête. Il ne portait pas non plus de chaussures, et il avait l'air très bien soigné, voire propre. Je lui ai fait un signe de tête amical en passant, et il a simplement continué à rire. Puis il s'est arrêté. Je me suis retourné et il avait disparu. Aucune branche n'a craqué, aucune plante n'a bougé, aucun bruit n'a été fait. Il avait juste disparu, ça me dérange encore. La zone où j'étais était assez difficile, très isolée pour la randonnée. Très peu de gens s'aventurent aussi loin que je l'ai fait,
ce jour-là, et je n'ai toujours aucune idée de ce qui se passait là-bas. J'ai beaucoup entendu parler des coyotes et des skinwalkers, et j'ai eu 1 ou 2 expériences étranges avec des coyotes. Le plus effrayant, c'est qu'ils sont venus jusqu'à mon sac de couchage et qu'ils nous ont reniflés sans qu'on les entende pendant la nuit. Mais rien de vraiment paranormal, pour ainsi dire. Cependant, l'histoire de mon ami Patrick m'a poussé à retourner dans une cachette secrète préférée en pleine nature. Il quittait la zone un matin. Il avait campé là-bas pendant quelques jours et a dit qu'il y avait un coyote, qui semblait toujours être proche dans son champ de vision périphérique, mais jamais de façon évidente. Il a chargé son camion et a commencé à descendre le ravin jusqu'à la piste coupe-feu. Au bout du ravin, il pouvait voir le coyote le suivre. Quand il est arrivé sur la route, il courait à côté de lui. Là, Lizni, il a vraiment flippé, alors il a accéléré et il a dit qu'il roulait à environ 35 et le coyote courait toujours à côté de lui, ce qui était clairement impossible. Quand il a regardé en arrière, le coyote courait sur 2 jambes et portait, selon Patrick, ce qui ressemblait à un pantalon en peau de daim. Un instant plus tard, c'était une personne portant une fourrure de coyote qui suivait le rythme du camion. Il a regardé à nouveau et il n'y avait plus rien. On n'étant jamais de retourner au bosquet après ça, c'était trop flippant. Je viens à l'origine d'Inde. Mes parents nous ont envoyés, mes sœurs et moi, dans une colonie de vacances indienne pour en apprendre plus sur notre culture. À l'époque, j'avais environ 14 ans, j'étais le gamin typique, jeune et mignon. J'allais à cette colonie depuis quelques étés, et cet été-là était particulièrement important. Les professeurs étaient extrêmement enthousiastes parce qu'ils avaient un gourou du yoga en visite. Je pense qu'il avait environ 60 ans. Il nous enseignait la musique et la danse traditionnelle. Il a commencé à me remarquer tout de suite et n'arrêtait pas de faire des commentaires sur la façon dont je faisais bien les choses. Au fil de l'été, je le surprenais souvent en train de m'observer et de parler de moi aux enseignants. Chaque fois qu'il corrigeait ma posture, il restait un peu trop longtemps. Ces choses continuaient à se produire et j'ai commencé à devenir conscient, très conscient de sa présence. On passe à la fin du camp et c'était quelques jours avant la cérémonie de clôture. Quelques filles assez sont venues vers moi en courant et m'ont dit qu'il avait des bonbons dans sa chambre, puisqu'il logeait au camp. Elles ont dit qu'il m'en donnerait si je montais. J'avais vraiment envie de sucre, mais je ne me sentais pas à l'aise d'y aller seul, alors j'ai demandé à quelques filles de venir avec moi. Il leur a donné des bonbons tout de suite, et elles sont parties. Quand j'ai demandé s'il y en avait pour moi, il m'a fait signe d'entrer dans sa chambre. J'ai secoué la tête. Il n'arrêtait pas d'essayer de me faire entrer dans sa chambre. Finalement, il a abandonné quand j'ai refusé de céder et il a demandé un baiser en échange des bonbons. Quelque chose dans ma tête m'a dit de fuir, alors j'ai commencé à reculer et je me suis enfui. À l'époque, je n'y ai pas vraiment fait attention. Je sentais que quelque chose clochait dans cette situation. Je crois que j'en ai parlé à mes parents, mais je ne suis jamais retourné à ce camp. Avec le recul, c'est assez terrifiant de penser que si j'avais vraiment voulu ce sucre, est-ce que je serais allé dans sa chambre ? Et qu'est-ce qui se serait passé ensuite ? Quoi qu'il en soit, Peter le flippant, espérons que nous ne nous reverrons plus. Je vis dans l'Ohio rural. Un de mes amis possède une belle grange et une ferme paumée, là où les bus ne passent pas mais passent pas et où il n'y a absolument aucun réseau. Il n'y vit pas vraiment. Sa famille possède la maison juste pour le fun. Ce sont des millionnaires. Nous n'avions jamais couru là-bas auparavant et c'est un bois assez pittoresque, alors on s'est dit qu'on allait essayer. Lui et moi faisions du cross-country et notre équipe est allée au championnat d'État cette année-là, donc nous étions vraiment en bonne forme. On arrive à sa grange et on prévoit de courir 8 miles près d'une route, puis à travers les bois.
Nous avons des montres système de positionnement global, donc nous pouvons tracer notre propre chemin et soit faire demi-tour à 4 miles, soit faire une boucle si nous le souhaitons. À environ 2 miles de la route, on a pris un chemin de gravier au hasard à travers les bois et il y avait un sentier de randonnée, alors on a décidé de le prendre. Vivant à la campagne, ce n'est pas vraiment un souci. On a déjà fait ce genre de choses auparavant. Je me suis perdu dans les bois plusieurs fois pendant mon lycée. Mais on ne l'a jamais fait ici et on était tellement loin de chez nous. J'ai couru sans mes lunettes, je suis aveugle comme une taupe. J'avançais bien quand tout à coup, je me suis cogné contre mon ami. Je lève les yeux et il est juste là, debout. Je me concentre sur ce qu'il regarde et il y a des pièges à ours suspendus à une branche juste devant nous. En regardant autour, il y en a d'autres, tous balancés par la brise comme des carillons à vent. Au milieu, contre un arbre, se tenait une silhouette ressemblant à un homme. Mon ami m'a poussé en me disant de courir. Nous n'avons pas dit un mot, jusqu'à ce que nous soyons revenus sur la route principale parce que nous avons couru si vite. Mon ami avait aperçu ce qui semblait être un épouvantail ensanglanté adossé à un arbre. Au début de 2010, je rentrais du travail à pied et je me suis retrouvé à raccompagner une jeune femme jusqu'à sa voiture. Elle m'a demandé de l'accompagner et j'espérais peut-être avoir la chance de l'inviter à boire un verre ou deux, ou même d'obtenir son numéro. Sans blague, elle avait vraiment l'air effrayée. J'ai continué à marcher avec elle et j'essayais de lui faire dire ce qui l'inquiétait autant. Elle ne parlait que de quelques gamins à l'air vraiment flippant qui la suivaient. Comme nous étions au centre-ville de Seattle, ça pouvait vouloir dire n'importe quoi. Nous avons poursuivi notre marche et notre discussion, tout en vérifiant si les enfants étaient toujours là. Rien d'anormal. Puis elle m'a attrapé le bras très fort et a chuchoté « C'est eux ». Ils sont à environ une demi-rue devant nous et ils sont là à la regarder. Alors je fais la chose prudente, c'est-à-dire traverser la rue. Je m'assure de croiser le regard du grand gamin et je me dis qu'une fois arrivé à la voiture de la dame, je leur passerai un savon pour avoir été des petits cons à effrayer une femme seule dans une zone urbaine. Je n'ai pas eu peur ni rien, mais j'ai quand même remarqué quelque chose d'étrange. Ils n'ont pas détourné le regard de moi. Attention, je n'ai pas vraiment l'air d'un gars avec qui on a envie de s'amuser. Honnêtement, c'est une façade inconsciente parce que je suis un peu timide, mais mon apparence rappelle aux gens soit un skinhead, soit un videur de boîte de nuit. Les bottes noires de tankiste et un peu de bouc n'aident pas non plus à me faire passer pour quelqu'un de sociable. Les gens évitent constamment mon regard, et ces deux gamins ne l'ont pas fait. C'était un signal d'alarme. J'ai finalement accompagné la femme jusqu'à sa voiture, et elle m'a remercié. J'ai pris soin de lui indiquer où se trouvait le commissariat le plus proche, qui était à seulement 5 pâtés de maison d'où nous étions. Elle est voir c'est parti en voiture et je suis allé voir les gamins. Juste au moment où je m'approchais d'eux, j'ai de nouveau croisé le regard du plus grand, mais c'est là que j'ai remarqué que ses yeux étaient creux d'un noir profond. Noir! Je me suis arrêté net. Je ne savais pas comment avancer, mon esprit étant submergé d'informations. C'était faux. J'ai baissé les yeux vers l'autre. Il avait aussi les yeux noirs. J'ai commencé à me sentir très mal à l'aise. Et même si ce n'est pas dans ma nature, j'ai décidé à ce moment-là de simplement partir. Je me suis retourné et je suis parti. J'avais entendu parler des enfants aux yeux noirs. Et il était hors de question que je commence une confrontation avec l'un d'eux. Je te jure, c'est probablement l'expérience la plus effrayante de ma vie. Lors d'un voyage de 2 semaines en sac à dos en solo, j'ai passé 4 jours en isolement entre les points de contrôle des gardes forestiers. Le premier jour de l'isolement, j'ai eu l'impression d'être traqué. Cette nuit-là, allongé dans ma tente, j'entendais ce qui ressemblait à des pas autour de mon campement. Mais rien ne s'est approché. Le matin, j'ai vérifié tout autour et je n'ai trouvé aucune trace de pas, ni aucun signe de présence d'animaux sauvages près de moi.
J'ai démonté le camp et je suis parti, essayant de laisser tout ça derrière moi. La deuxième nuit, c'était la même chose. Je suis devenu tellement paranoïaque que, lorsque je ne pouvais pas marcher pendant la journée, je passais sur des rochers et traversais des ruisseaux. N'importe quoi pour brouiller les pistes et éviter d'être suivi. Je contournais un virage à l'aveugle, et puis je restais là pendant 1 heure à attendre pour voir si quelque chose allait surgir derrière moi. La nuit, je ne pouvais pas dormir plus de 10 ou 15 minutes avant de me réveiller. Finalement, je suis arrivé au poste des gardes forestiers et je leur ai raconté ce que j'avais vécu. J'ai installé mon campement près de la station. Plus tard, les gardes forestiers m'ont proposé de dormir sur leur canapé pour plus de confort, me permettant enfin de dormir. J'ai accepté et passé la nuit à l'intérieur. Je suis allé jusqu'à mon camp le matin et il avait été détruit. Ma tente était découpée sur les côtés, mon sac de couchage déchiré et retourné. Les gardes forestiers sont venus faire un rapport, ont pris des photos de tout, et j'ai fini par demander à l'un d'eux de me ramener au camp de base pour que je puisse rentrer chez moi le lendemain. Je ne sais toujours pas ce qui me traquait, mais ça me fout encore une trouille bleue aujourd'hui. J'ai grandi dans une région très rurale du sud profond et j'ai passé la plupart de mon temps à monter à cheval seul dans des forêts nationales et sur de grandes propriétés privées qui jouxtaient notre maison. Il y avait une vieille maison abandonnée à environ 3 km à travers les bois de chez moi. Je passais souvent devant lors de mes balades à cheval à travers les bois. Parfois, j'attachais mon cheval, entrais et explorais les lieux. Mais rien n'était vraiment intéressant. Il n'y avait que des déchets et des choses qui ressemblaient à des factures d'électricité des années 80. Selon les photos que j'ai trouvées, une vieille femme semble avoir vécu ici. Le temps a passé et je suis parti à l'université, emmenant mon cheval avec moi. Après l'université, mon cheval et moi sommes rentrés chez nous. J'ai alors décidé de retourner explorer la région, en évitant cette maison abandonnée devant laquelle je ne passais plus. J'ai donc parcouru à cheval les 3 km à travers la forêt dense pour atteindre cette maison, qui se trouve elle-même à environ 300 mètres d'une route de gravier isolée traversant la forêt. C'est très isolé et presque inquiétant. La maison est à environ 5 km d'une route goudronnée. Je suis moins courageux qu'avant, alors en entrant dans la maison, je me suis senti mal à l'aise et un peu effrayé. Mais je me suis quand même servi d'Internet pour explorer les pièces. Beaucoup de choses étaient comme dans mes souvenirs, mais juste au moment où j'allais partir. J'ai trouvé la moitié d'un veau squelettique dans un coin de l'entrée. Je n'ai aucune idée de comment le veau a pu se retrouver enfermé dans un bâtiment. Les portes étant fermement closes quand je m'en suis approché, et la porte moustiquaire ne s'ouvrait que dans un sens, donc il était impossible que les deux soient ouvertes en même temps pour qu'une créature puisse entrer par accident. De plus, les pâturages de vaches les plus proches étaient assez loin de la maison. J'ai quitté la maison abandonnée avec en tête l'image d'un détraqué, piégeant cruellement un veau à l'intérieur pour des raisons malsaines. J'espère ne jamais croiser ceux qui ont commis cet acte odieux. C'était presque comme un rêve. Je me suis réveillé en entendant ma chienne Lucie aboyer. Elle était assise bien droite sur le lit, là où mon mari et moi dormions avec notre fille de 22 mois fixant la porte, comme si un inconnu se trouvait de l'autre côté en train de fouiller. Je croyais qu'elle paniquait juste à cause d'un bruit dans la maison. Nous ne l'avions que depuis 3 mois et elle était encore un chiot. Ça aurait pu être n'importe quoi. Notre colocataire, un craquement de la maison qui travaille, les auvents qui bougent dehors avec la brise. Je n'étais pas trop inquiet au début. J'ai décidé que le mieux à faire serait d'ouvrir la porte et de lui montrer qu'il n'y avait rien. Ça peut sembler un peu idiot, mais c'est ce qu'on fait avec notre fille quand elle a peur, et je me suis dit que ça marcherait aussi avec un chiot. J'ai ouvert la porte et elle a filé vers la porte d'entrée, Elle est restée là à grogner. C'était un grondement en colère, violent. Un grondement que je ne lui avais jamais entendu faire auparavant.
Je l'ai regardé d'un air ensommeillé et j'ai ouvert la barrière pour bébé qui bloquait l'entrée, prévoyant d'ouvrir la porte et de lui montrer que tout allait bien. Au moment où ma main a atteint le verrou, Lucie est devenue folle. Elle s'est mise à aboyer et à sauter vers moi, et quand j'ai touché le métal, elle a soudainement changé d'attitude. Elle a gémi presque comme si elle avait peur et qu'elle reculait. Alors que ses manières changeaient, les miennes aussi. Je n'étais plus calme. Mon cœur battait la chamade et sombrait en même temps. J'avais été submergé par un mélange de peur et d'effroi. J'ai regardé à travers le judas. Je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai regardé, mais je l'avais. Dehors, il y avait 2 gamins. L'un était à peine plus petit que moi et ne semblait pas beaucoup plus jeune. J'ai 21 ans et elle avait l'air d'avoir environ 16 ou 17 ans. Elle était mince et pâle. Ses cheveux étaient d'un blond miel clair et elle les portait longs, jusqu'au milieu du dos, avec une longue frange droite et fine devant qui couvrait la plupart de ses yeux. Elle portait un jean délavé, très à la mode en ce moment, et un sweat à capuche fin de couleur olive. Elle tenait la main d'une petite fille, qui semblait avoir environ 4 ou 5 ans, portant le même style de jean et un cardigan ivoire boutonné. La plus petite regardait timidement le sol, mais avait la même couleur de cheveux, attachés en queue de cheval. Elle tenait une peluche sous son bras libre, et elle était identique à celle que possède ma fille, tout comme le style de la robe. S'il n'y avait pas eu ce sentiment de terreur et de peur écrasante, j'aurais probablement invité ces enfants à entrer, et je leur aurais aussi offert une boisson chaude pour les réchauffer du froid glacial. Quelque chose chez eux m'a paru étrange. À cet instant, je n'avais émis aucun son. Je n'avais pas fait taire le chien ni râler. Rien. Je n'avais allumé aucune lumière. Ces gamins n'avaient aucun indice que j'étais à la porte. Et pourtant, l'aînée a parlé. Elle avait une voix mature, confiante, forte et sans accent. Elle tenait la tête inclinée vers le bas et je pouvais voir ses yeux. Elle a dit « Nous devons utiliser ton téléphone ». Je suis resté figé de peur. Comment savait-elle que j'étais là ? Elle a levé la tête pour me faire face directement et c'est là que j'ai vu ses yeux. Je ne pouvais pas les voir à travers sa frange pour une raison. Ils étaient là noirs ou bleu nuit ou d'un violet très très foncé. Mais malgré tout, ils étaient bandes surnaturelles. Elle a dit « Notre mère est inquiète ». En tant que personne toujours intéressée par les histoires effrayantes, j'ai su ce qu'elle était dès qu'elle m'a regardé à travers la porte. Je n'ai jamais en été du genre à croire à ces choses. En tant qu'athée convaincu et sceptique en ce qui concerne le paranormal, j'avais rejeté de nombreuses histoires de fantômes racontées pantées par des membres de ma famille et des amis. Impatient de raconter leur histoire, je ne les croyais pas. Pourtant, je ne pouvais pas rationaliser ce qui se passait. Je me tenais là avec rien d'autre qu'une fine porte en bois entre elle et moi. Et un enfant aux yeux noirs. Il n'y avait aucun doute sur ce qui se trouvait juste devant moi. Je ne lui ai pas répondu. Lentement et silencieusement, je me suis éloigné de la porte, Lucie toujours recroquevillée à mes pieds. Elle continuait de parler « Laisse-nous entrer et utiliser ton téléphone ». J'ai reculé d'un pas de plus et à ce moment-là, le ton a changé. Au début, elle semblait polie, mais quand j'ai fait ce deuxième pas en arrière, elle est devenue autoritaire, presque hostile. Nous n'allons pas te faire de mal. Si on avait voulu faire ça, on serait déjà entré par effraction. Maintenant, je vais te reposer la question. Est-ce qu'on peut entrer et utiliser votre téléphone ? Lucie a grogné devant la porte. J'ai reculé lentement, même si quelque chose en moi semblait me ramener doucement vers la porte. Ce n'était pas une force physique, mais plutôt un besoin subconscient d'y retourner et de les laisser entrer. Je suis allé dans ma chambre, j'ai couvert la fenêtre et j'ai verrouillé la porte.
et je me suis assis dans la faible lumière de la veilleuse. Je l'ai entendu m'appeler à la porte une fois de plus. Et puis le silence. Je ne me suis pas rendormi cette nuit-là, et je n'ai plus jamais bien dormi depuis. Je sais, d'après ce que j'ai lu sur les Black Eyed Kids, qu'ils n'entrent pas sans permission. Je sais qu'ils n'ont blessé personne, mais j'ai peur que j'aurais été l'exception. Mais ce sentiment persistant de tristesse, cette angoisse quand ma maison est silencieuse la nuit, cette peur d'un coup frappé à la porte, me dit le contraire. C'était en juin 1987, parce que c'était la saison de baseball après le désastre de Bill Buckner. Les parents de ma petite amie possédaient dans l'endroit, c'était dans le sud-est de l'Idaho. C'était un endroit assez grand, avec beaucoup de terrain. Le gars qui était le gardien à plein temps venait de démissionner, et le père de ma petite amie est allé là-bas pour trouver un nouveau gardien, mais le nouveau gardien ne pouvait commencer que dans un mois. Son père m'a proposé de me payer 1200 $ pour aller là-bas. Nourriture et télévision satellite gratuite, en échange de surveiller les lieux et nourrir les chiens et le cheval. Je n'étais jamais allé dans l'Ouest, alors j'ai accepté et ça semblait mieux que de faire du paysagisme. J'ai passé mon temps à lire, explorer, jouer avec les chiens et faire du cheval. Il ne s'est absolument rien passé, jusqu'à cette nuit-là. Après que les coups aient cessé et que les chiens aient arrêté d'aboyer, j'ai fini par me rendormir. Je ne me suis pas trop affolé parce qu'il y avait 2 bergers allemands à l'intérieur avec moi et j'avais une arme. Je la gardais sur ma table de nuit. J'avais un peu bu, mais je n'étais pas du tout ivre. Il y avait plusieurs voisins à quelques kilomètres. Je pensais que quelqu'un s'était simplement trompé d'aller en voiture. Le lendemain matin, à l'aube, j'ai ouvert la porte d'entrée pour laisser sortir les chiens et j'ai vu une Chevrolet Nova blanche garée dans l'allée. Elle était près de la petite cabane du gardien. La cabane se trouvait à une centaine de mètres de la maison principale. J'ai contacté le père de ma copine pour savoir s'il connaissait quelqu'un possédant cette voiture. Il a dit qu'il ne connaissait personne et il a appelé la police directement. La police est arrivée, m'a interrogé et a inspecté la propriété pendant environ 1 heure. La voiture verrouillée a été remorquée par la police. Je n'ai aucune idée si elle était en panne ou non. Il n'y avait qu'une seule trace de pneu menant à la maison. Peu après, le père de ma copine m'a informé que le propriétaire du véhicule s'était volatilisé et d'appeler la police en cas de nouvel incident suspect. Je ne sais pas du tout qui était cet homme. Je ne sais pas depuis combien de temps il avait disparu, ni quand il a été signalé disparu, ni qui l'a signalé disparu. Il était juste porté disparu. Le père de ma copine n'en savait pas beaucoup plus non plus. Environ 1 mois après, je rentre chez moi. Ma copine et moi nous séparons peu après. Quelques mois plus tard, je la croise hors de la ville et lui demande si elle a su ce qui était arrivé à ce type. Elle sait seulement que l'homme a été retrouvé mort. Apparemment, il s'est suicidé, à une 50aine de kilomètres de là. Le suicide a eu lieu plusieurs mois après cet incident à la maison, et il a été retrouvé quelques jours après s'être donné la mort. Je lui ai demandé comment il s'y était pris, où et par qui il avait été retrouvé, mais je n'ai rien obtenu. Et je ne l'ai jamais revu. Un soir, 2 amis et moi, nous nous promenions dans les champs d'une petite ville du Michigan. Notre destination était une casse cachée derrière plusieurs champs, remplis de voitures rouillées, de semi-remorques, de matériel agricole, etc. Nous traversions les champs pour éviter les fermiers nerveux qui vivent dans le coin. Nous étions presque arrivés quand un ruisseau trop large pour sauter nous a bloqués. C'était la fin de l'automne et avoir les pieds mouillés aurait été désagréable. Alors nous avons rebroussé chemin vers le champ adjacent. Depuis notre coin du champ, il y avait une rangée d'arbres qui s'étendait d'est en ouest. Et vers le sud, le terrain montait en une grande colline. Nous sommes restés un moment à discuter de nos options quand mes yeux ont été attirés par un gros rocher blanc qui semblait briller sous la lumière de la lune. Il était à environ 75 mètres de nous.
et je le regardais distraitement quand nous avons bougé. Il s'est déployé, se dressant à environ 3 ou 4 mètres, cette chose bipède, squelettique, d'un blanc pur avec de longs membres. Pendant 1 seconde, il nous a regardés, puis il s'est enfui. Je pense qu'il courait, mais il se peut qu'il glissait ou volait. Honnêtement, je ne suis pas sûr, mais il a traversé le champ, a grimpé la colline sur une distance d'environ 100 mètres, et en 2 ou 3 secondes, dans un silence total, il avait disparu. Seulement 2 d'entre nous 3 l'ont vu, et après quelques minutes de bafouillage incohérent, nous avons essayé de rationaliser, d'expliquer et de comprendre ce que nous avions bien pu voir. Nous avons décidé que ça devait être un extraterrestre. 1 an plus tard, j'étais à une fête et le sujet des extraterrestres est venu sur le tapis. J'interviens, j'ai vu un extraterrestre. Certaines personnes répondent « Ouais, laisse-moi deviner, à Saranac c'est ça ?» Je confirme, on échange tous des regards et il m'oriente vers ce type, Eric, qui a grandi dans cette ville. Eric me raconte qu'il a vu des choses étranges toute sa vie, des lumières dans le ciel, etc., mais jamais d'êtres humanoïdes. Avance rapide d'environ 1 an et demi, et je reçois un coup de fil d'une connaissance qui était assise au travail quand elle a remarqué une jeune fille qui la fixait étrangement. Finalement, il s'approche de lui et lui dit « J'ai l'impression que je dois te parler. Attention. » Elle continue en lui disant que le père de son ami est le chef d'un clan de vampires dans une ville près de Saranac. Mon ami se souvient de mon histoire et des choses étranges dans la région, et il lui demande si elle sait quelque chose. À propos de Saranac, elle devient très sur la défensive, et finit par révéler que Saranac serait un prétendu terrain de reproduction pour les dragons. Oui, à ce jour, je ne suis toujours pas certain d'avoir vu un dragon, un extraterrestre, un vampire ou autre chose, mais j'ai un peu fouiné et j'ai entendu une fille qui y vivait dire que, depuis qu'elle est cet enfant, elle a vu des traces de brûlures de 15 pieds au bord des routes et au milieu des champs. Honnêtement, je ne sais pas, mais je sais ce que j'ai vu. Si seulement je savais ce que c'était réellement. Quand j'avais 12 ans, je suis parti en camp scout d'1 semaine avec ma troupe. Notre campement était particulièrement isolé de la majorité des autres emplacements. Donc même s'il y avait des centaines d'enfants dans l'ensemble du camp, il y avait probablement 5 ou 6 d'entre nous et 2 ou 3 responsables sur notre emplacement. Je partageais une tente avec 2 autres enfants, étant l'anti-scout que j'étais. J'ai acheté un lit de camp taille réelle pour dormir tandis que les autres enfants dormaient par terre. Je dors très mal dans toutes les conditions, sauf dans mon propre lit, alors j'ai toujours pris des somnifères quand je vais camper. Parfois j'ai des réactions étranges à ces somnifères, où je ne dors pas bien et je confonds mes rêves avec la réalité. Lors de notre dernière nuit au camp, il y avait une tempête avec des éclairs partout. Nous racontions des histoires effrayantes avant d'aller nous coucher, créant une ambiance de peur. J'étais impatient de rentrer chez moi le lendemain matin. J'ai pris mes comprimés et j'ai réussi à m'endormir. Je me suis réveillé quelques heures après le début de la nuit. Je pouvais à peine distinguer la silhouette penchée d'un homme grand. Je m'étais réveillé parce qu'il me saisissait doucement la jambe. De ce que je voyais, il ne ressemblait à aucun de mes chefs. Confus, encore dans le brouillard, et horrifié, j'ai dit « Quoi ?» La silhouette était restée silencieuse. Après 1 semaine sous ces somnifères, je savais qu'il pouvait me rendre confus. J'ai fermé les yeux en espérant que ce n'était que les somnifères combinés à la nuit d'histoires effrayantes. J'ai à nouveau senti la douce étreinte sur ma jambe. La silhouette se tenait là. « Quoi ?» J'ai répété, cette fois-ci plus paniqué. Soudain, toujours sans un mot, l'homme s'est penché au sol à côté de moi, là où je ne pouvais pas le voir parce que j'étais en hauteur. Je n'entendais rien d'étrange, mais j'étais tellement terrifié que je n'osais même pas jeter un coup d'œil par-dessus le bord de mon lit de camp.
J'étais encore incroyablement fatigué et confus, et dans ma stupeur effrayée, je me suis convaincu que les somnifères me faisaient mélanger cauchemar et réalité. J'ai sombré par moments dans un demi-sommeil horrifié pour le reste de la nuit, me demandant ce qui s'était réellement passé. Je ne me souvenais pas avoir entendu quoi que ce soit de notable, ni vu l'homme quitter la tente, et une fois que le soleil commença à éclairer faiblement la tente, j'ai rassemblé mon courage pour regarder par-dessus le bord du lit de camp. Le gamin à mes côtés dormait, semblant indemne. Si cela avait été toute l'histoire, j'aurais simplement mis ça sur le compte d'une réaction étrange à mes somnifères. Mais le lendemain matin, au petit déjeuner, le gamin qui était à côté de moi m'a demandé si notre autre compagnon de tente, si quelqu'un était entré dans notre tente pendant la nuit. L'autre campeur croyait que l'un d'entre nous s'était levé pour aller aux toilettes avant de se rendormir. Quand nous avons tous confirmé qu'aucun de nous ne s'était levé pendant la nuit, nous avons commencé à paniquer, suppliant nos chefs et les autres scouts d'avouer si l'un d'eux nous avait fait une blague ou s'ils avaient des antécédents de somnambulisme. Personne ne comprenait de quoi nous parlions. Je ne sais pas quelles auraient pu être les motivations de quelqu'un pour entrer dans notre tente, toucher doucement ma jambe et rester silencieux. À moins d'avoir de sérieux blocages mentaux, il n'y a eu aucune agression sexuelle dont je me souvienne, juste un étrange intrus silencieux. Je travaillais dans l'Oregon. Je travaillais pour une entreprise qui gérait le service client, les privilèges des membres et les systèmes de points de vente entre Planet Fitness, et je faisais des vérifications dans quelques établissements. Comme Planet Fitness est un établissement ouvert, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, je devais m'adapter à tous les horaires et je me rendais dans chaque club plusieurs fois, de jour comme de nuit. Une nuit, vers 11h30 du soir, je me rendais à l'établissement Pompe Funèbre de Bevington, dans l'Oregon. Ma voiture de location était équipée du Bluetooth et diffusait actuellement un épisode de Coast to Coast Amplitude modulé sur les haut-parleurs de la voiture. Cet épisode en particulier portait sur le djinn. Je ne sais pas comment le sujet est venu, mais je me souviens que quelqu'un a évoqué le phénomène des enfants aux yeux noirs, et la personne qui parlait a dit que cela pourrait être lié au djinn. Avec le recul, c'était une sacrée coïncidence. Parce que ce qui s'est passé quand je suis arrivé au club m'a glacé jusqu'aux os. Je suis fumeur, c'est une sale habitude, mais c'est mon vice. Quand je suis arrivé au club, j'ai décidé de fumer sur le parking, avec la fenêtre côté conducteur, ouverte sur ma voiture de location pour pouvoir continuer à écouter Coast to Coast sans être dans la voiture, parce que les agences de location peuvent vous infliger une amende de plusieurs centaines de dollars si vous fumez à l'intérieur. Le Pompe Funèbre était un centre commercial en forme de L. Je ne me souviens pas exactement de tous les magasins dans le centre commercial, mais le Planet Fitness est tout au bout et complètement à gauche. Il y a une sorte de pharmacie. Mon côté passager était parallèle au Planet Fitness et il y avait environ 10 mètres jusqu'à un lampadaire. La pharmacie était à environ 75 mètres et elle était évidemment fermée. J'étais appuyé contre la voiture, je fumais et je jouais sur mon téléphone en regardant vers la pharmacie. À la lumière de la devanture, je pouvais voir 2 personnes debout devant. Pour un moment proche de minuit, je trouvais étrange de voir quelqu'un devant une pharmacie manifestement fermée. Mais cette pensée fut brève, et j'étais de nouveau plongé dans ce qui était probablement un pari sûr. Après quelques secondes, j'ai levé les yeux. J'ai remarqué ces 2 personnes. Je pouvais maintenant voir que c'était des enfants ou des adolescents, et ils étaient à environ 25% plus proches qu'avant. Cela m'a semblé étrange. Je ne les avais pas vus marcher jusque-là. Ils regardaient simplement dans ma direction générale. À cette distance, je pouvais voir qu'ils portaient tous les 2 des sweats à capuche. Ils étaient de couleur sombre, et les 2 gamins avaient leur capuche relevée. Ils se tenaient juste à l'extérieur de la zone éclairée par le lampadaire. La lumière les éclairait, mais pas assez pour bien les distinguer. Avec le recul, cela aurait dû m'alerter, mais j'étais de nouveau absorbé par mon téléphone.
Alors que j'écoutais la radio, il parlait à ensemble d'objets anciens du Moyen-Orient qui semblaient être liés à une sorte d'esprit maléfique. Eh bien, maintenant je relève les yeux et les enfants sont environ à 8 à 10 mètres plus près. Ils étaient à nouveau hors de portée de la lumière des lampadaires. Mais je les voyais bien plus clairement. Cette fois, leurs têtes étaient moins baissées. Je ne pouvais pas voir leur visage, mais je pouvais distinguer leurs vêtements. L'un portait un sweat à capuche vert olive sans aucune marque ni un signe visible. Le sweat à capuche était par-dessus ce qui semblait être une casquette grise, et là encore sans aucune marque ni un signe. L'autre portait des vêtements similaires. La seule différence était un sweat à capuche bleu marine zippé, la capuche sur ce qui semblait être une casquette noire, un pantalon kaki et des chaussures blanches. Les enfants étaient immobiles. Je ne les avais pas vus se déplacer à leur emplacement actuel, car ils étaient presque figés là, sans bouger du tout. Je suis retourné sur mon téléphone sans que ça ne me dérange, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu une sensation étrange, presque instantanément. J'ai levé les yeux et ils étaient là. À 1,50 m devant moi, sans s'approcher. J'ai jeté le mégot sous la voiture. Je leur ai demandé si je pouvais les aider, puis ils ont répondu. « Monsieur, pouvez-vous nous donner une cigarette, s'il vous plaît ? C'est très solitaire la nuit. On a juste besoin d'une clope. S'il te plaît. » Après avoir fini de parler à l'unisson, ils ont lentement levé la tête pour me montrer leur visage. Je me souviens avoir pensé qu'il était un peu tard pour que des adolescents traînent dehors un jeudi soir. Et comme s'ils venèrent de lire dans mes pensées, j'ai entendu « C'est tout à fait normal, nous avons la permission. » Dès que le deuxième enfant a prononcé le mot « permission », leurs visages étaient à la hauteur du mien, me montrant des yeux noirs d'encre. Je me suis figé, mon esprit tournait à 1000 à l'heure parce que, bon sang, je savais ce que c'étaient les enfants aux yeux noirs. Enfin, pas ce qu'ils étaient, mais j'avais entendu parler d'eux. Je ne pouvais ni bouger ni parler. Leurs visages étaient presque la définition même de l'impassibilité, presque, car les coins de leur bouche droite et fendue commençaient à se courber très légèrement. Mais on pouvait le voir. L'intérieur de mon estomac commençait à se glacer, et de toutes mes forces, j'ai essayé de tourner la tête, mais je n'y arrivais pas. Le deuxième enfant s'est avancé. Le mouvement des chaussures attira mon regard et je détournai les yeux. J'ai baissé les yeux et, au moment où mon regard s'est détourné, tout ce que je savais sur les rencontres avec les enfants aux yeux noirs m'est revenu en tête. Je me suis retourné et j'ai couru dans le club. Quand je dis que j'ai couru, j'ai vraiment sprinté en mocassin et tout mon mètre 85 pour 113 kilos hurlait tout le long. Les jeunes qui travaillaient au comptoir m'ont juste regardé, stupéfait, quand je suis entré. J'ai essayé tant bien que mal d'expliquer, mais ils ne connaissaient pas les enfants aux yeux noirs. J'ai regardé par la fenêtre et ils étaient côte à côte, immobiles, faisant face au club. Un frisson m'a parcouru l'échine. Salut les gars, c'est Mort ici, et merci beaucoup d'avoir écouté. Ça me ferait vraiment plaisir si vous pouviez montrer un peu d'amour à cette vidéo en laissant un like et un commentaire, ça aide énormément. Et pourquoi ne pas la partager avec un ami ou quelqu'un qui, selon vous, l'apprécierait ? Petit rappel, vous pouvez vous mettre dans l'ambiance des fêtes avec mes nouveaux produits Bonaparte dérivés que vous trouverez dans la description, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mon Patreon si vous vous sentez particulièrement généreux. Si vous souhaitez que je lise votre histoire sur ma chaîne, n'hésitez pas à me l'envoyer par email ou à la partager sur mon Reddit, qui se trouve bien sûr dans la description. Veuillez vous assurer d'inclure autant de ponctuation et de langage descriptif que possible afin de maximiser vos chances d'être lus. Mais en tout cas les gars, je vais vous laisser pour l'instant. Restez géniaux. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.